Hey, Ah, salut. Est-ce que... Alors attends, je t'entends pas encore. Ah, ça y est. voilà, super. Mhm. Ça Comment va? vas-tu? Ouais, ça va bien, merci. Et Ouais, toi? super. Ouais, ouais, nickel. Alors, du coup, tu vas me permettre de tester que tout s'affiche bien. Hop, est-ce que tu vois mon écran là? Ouais, très bien. Super. Ouais, c'est bon, ça marque quand tu passes la souris, c'est bon. Super. Bon, du coup, j'ai lancé l'enregistrement. Oui, et quid de la suite, enfin, je sais pas si tu veux que ce soit un enregistrement, ça, mais suite de notre appel hier avec Mamadou et Marion. Bah écoute, l'objectif qu'on s'est dit en fin de meeting, c'était que on suivait. Donc, je sais pas, il devait drafter un mail, je l'ai pas vu, et on devait le communiquer. Et surtout, il y avait ce webinaire aujourd'hui. Donc là, on fait ce webinaire, et là, on a une semaine jusqu'au webinaire suivant. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une communication vers tout le monde. En tout cas, ce qu'on s'est dit hier, c'est principalement qu'on allait un peu élargir la session, la prochaine session. Ouais, bah là j'étais au call jusqu'à la fin, donc pas de problème. Mais c'était savoir si vous avez eu des échanges après avec Non, Mamadou, on parce n'a pas qu'il eu. était Non, non. censé revenir vers toi assez Ouais, non, rapidement. on n'a pas eu. Donc toi, le 3 novembre, déjà, en termes Ouais, de dispo, tu serais dispo. ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Après, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on s'arrange, mais je te propose qu'on garde ça sur le côté pour le moment. On en reparlera quand tu veux cet après-midi. Je pense qu'on va leur reparler assez prochainement. Ok. Bonjour Hugo, bienvenue. Salut, merci. Ça va la Salut. forme? Ça va bien, merci, ouais. Et toi? Ouais, super. Je vois que tu es très ponctuel. Eh ouais, ça me C'est ressemble pas bien. trop, pourtant. Ah non? Ça me ressemble pas trop. Mais juste Bonjour. pour rigoler même. Bonjour. Ah ouais, bah, purée, génial. Super. Bonjour Mamadou. Bonjour Louise. Sophie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Louise. Bonjour Constant. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu essaies de nous parler, mais on t'entend pas. Constant. Je vois tes lèvres qui bougent. Ouais, je suis avec Louise, désolé, bonjour. Bonjour. Bonjour Eve. Bonjour. Sarah. Kevin. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour Manon. Et bonjour. Alors, je pense qu'on va se donner encore 2 minutes avant de commencer. Bonjour Hélène. Et bonjour Auguste. Alors, juste
en préambule, la session est enregistrée. Donc là, vous voyez, finalement, le transcript est enregistré et aussi la vidéo est enregistrée pour que tout le monde soit au courant. Et si des gens sont pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Voilà. On va se donner encore 2 minutes de plus. Je vois qu'il y a 16 personnes. Dans le webinaire de la semaine dernière, je ne sais pas combien de personnes se sont connectées au final. Moi, j'avais vu 17 personnes. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont ensemble. Ah, effectivement, ouais. Je pense qu'on peut commencer. Ok, super. Ça marche. Ok, alors on va commencer. Donc, bienvenue à cette séance de webinaire sur le sujet de l'impact environnemental de l'IA et de l'analyse du cycle de vie comme matrice de décision face à l'IA. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cycle de formation qui est délivré à Paris Senco, formation IA qui est délivrée à Paris Senco et organisée par EcoLLM. Alors, l'agenda pour cette séance, on va avoir un format d'1 heure avec l'idée qu'on fasse un retour rapide sur le sujet de l'impact environnemental de l'IA. On a déjà discuté pendant le premier webinaire qui était sur le sujet de la démocratisation de l'impact environnemental de l'IA. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que le référentiel d'IA Frugal et comment est-ce qu'il peut vous aider à amorcer des discussions sur l'IA Frugal avec vos parties prenantes, que ce soit start-up, collectivité ou grands groupes. On va ensuite rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que l'analyse du cycle de vie, qui est une méthodologie qui est référencée par le référentiel d'IA Frugal et qui est en gros la méthodologie scientifique d'analyse d'impact environnemental pour de multiples technologies et notamment l'intelligence artificielle. Alors, par-dessus ce sujet de l'analyse du cycle de vie, on a vu émerger récemment une analyse du cycle de vie avec des impacts sociaux, donc l'ACV social. Et donc, on va présenter les différents types d'ACV et l'idée qu'on puisse arriver sur une ACV sociale qui permet de commencer à toucher d'autres impacts de l'IA qui ne sont pas seulement des impacts environnementaux. Et donc, on rentrera plus dans le détail des impacts éthiques et plus larges de l'IA dans le 3e webinaire qu'on fera la semaine prochaine. Et enfin, une proposition de matrice de décision pour les projets d'IA, qui est une demande qui est revenue à plusieurs reprises avec les échanges, par les échanges qu'on a eus avec votre organisation Paris Senco. Et donc, on va revoir en fait les différents éléments sur lesquels il y a des KPI qui sont des indicateurs de performance qui sont à mettre en place pour piloter un programme d'IA ou prendre une décision face à un projet d'IA. Donc, en tout cas, n'hésitez pas dans cette séance à poser vos questions au maximum. L'idée, c'est que ce soit plus interactif. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel instant à poser vos questions pour qu'on puisse échanger. Alors, l'intelligence artificielle est en plein boom. Je vous ai mis ici plusieurs chiffres qui attestent encore une fois que c'est en plein boom. Donc, je pense que tout le monde le savait plus ou moins, mais juste c'est important de se recaler un petit peu les chiffres. Ce que vous avez sur la gauche ici, c'est les résultats de NVIDIA. Et donc, quand vous regardez la première ligne ici sur les résultats publiés de chiffre d'affaires pour les data centers, donc on parle clairement d'adoption de l'IA, on voit que Q3 2024, ils étaient à 14 milliards de chiffre d'affaires et en Q3 F25, ils sont rendus au double. Donc, en fait, le chiffre d'affaires de NVIDIA a doublé en 1 an. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'il faut que vous voyez par rapport à l'adoption que ça apporte. Et donc, du coup, il y a des effets de bord, des matérialités dont on a parlé, dont on va reparler. Mais juste, on parle ici d'une croissance de 50% sur le marché, en tout cas pour une entreprise donnée qui est centrale dans la chaîne de valeur de l'IA. On voit aussi au travers de ça une course à la puissance. Alors cette course à la puissance, elle s'exprime principalement sur la taille des modèles qui sont construits et mis à disposition. Quand vous comparez les premiers modèles qui ont été mis à disposition, les ChatGPT 3 et les ChatGPT 5 qui sont mis à disposition aujourd'hui, il y a un boom également sur la taille des modèles. Et qui dit taille de modèle qui augmente, dit consommation d'énergie primaire qui augmente. Alors là, il y a un papier qui revient un petit peu sur le fait que on n'a pas forcément besoin de rusher vers le gros modèle et on a discuté de ça dans les séances de formation.
Le sujet de l'impact environnemental de l'IA, c'est aussi un sujet qui est médiatique. Je vous ai parlé dans la séance précédente de la démocratisation de l'impact environnemental sur le fait que le Shift Project a publié un document le 1er octobre. Vous avez sur la droite ici un article qui pose la question d'incompatibilité de l'IA avec la décarbonation. Et donc on voit que de manière soutenue, le sujet de l'impact environnemental de l'IA reste dans la sphère publique. Sur ce slide, j'ai représenté, je vous avais parlé des 136 allers-retours Paris-New York pour la construction d'un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT 3.5. Ce qu'on met en lumière, et ce qu'on avait mis en lumière depuis le début avec EcoLM, c'est qu'il y a une différence de prise de conscience sur le sujet de l'impact environnemental de l'IA, et notamment un taux de réponse sur les sujets d'impact environnemental de l'IA qui est plus faible chez les responsables RSE des grands groupes qu'il ne l'est dans la population générale. Donc, si jamais on demande à 100 personnes prises au hasard dans la population française qui sont concernées par l'impact environnemental de l'IA, on aura plus de réponses que de responsables RSE des grands groupes qui acceptent de nous en parler. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver à ça, mais un des facteurs principaux que nous on pense, c'est que les gens ne sont pas outillés, ne sont pas suffisamment formés pour parler de ce sujet-là. On a revu un petit peu tous les outils qui sont à disposition, finalement des gens qui se posent la question de l'impact environnemental de l'IA dans la première séance. On ne va pas revenir là-dessus en détail. Il est important néanmoins de noter que le couple innovation-régulation, il n'est pas en place. Aujourd'hui, on peut faire de l'IA sans se poser du tout la question de l'impact environnemental. Et ça fait que il y a beaucoup d'inquiétudes qui peuvent en sortir. Au-delà de ça, il est aussi important de noter que donc les analyses du cycle de vie sont quasiment inexistantes aujourd'hui sur les projets d'IA et on ne mesure pas l'ensemble de la chaîne de valeur. Ici, sur le bas du slide, en fait, vous voyez que on prend en compte une partie des usages de l'impact environnemental de l'IA, mais on prend que très peu en compte la production du matériel, la production des GPU, et ainsi de suite, et on ne prend pas du tout en compte la fin de vie du matériel. Donc tout ça, ça fait qu'on a en gros des gros trous dans la raquette pour pouvoir détourer de façon exhaustive quel est l'impact environnemental de l'IA. Ce qu'on calcule actuellement en termes d'impact est incomplet. Donc, on a parlé des usages de la fin de vie. On a aussi, alors suivant plusieurs catégories de sujets qu'on veut regarder, des mesures qui sont imparfaites. Donc, on se pose aujourd'hui très peu la question des terminaux utilisateurs. Est-ce que vos terminaux utilisateurs sont capables de faire de l'IA ou pas? On regarde par contre pas mal tout ce qui se passe au niveau des centres de calcul. Et il y a un dernier point sur lequel j'ai envie de vous amener ici sur ce slide, c'est les catégories d'impact. On mesure pas mal les impacts directs. Donc c'est quel est l'impact d'une technologie déployée dans un écosystème. Par contre, on ne mesure que très peu les impacts indirects. Donc quel est l'effet de bord, quelle est la destination de ce système ou de ce cas d'usage dans son écosystème. Donc là, un exemple typique, ça pourrait être par exemple une IA à des fins de recherche d'hydrocarbures. Si on regarde que les impacts directs de ce système d'IA, on va regarder que la machine qui exécute l'algorithme qui permet de faire de la recherche d'hydrocarbures, donc d'aller prendre des images de sonar ou des images satellites, et on ne se pose pas du tout la question des impacts indirects. Donc, quel est l'impact de découvrir une nouvelle source d'hydrocarbures et quel est l'impact de ça sur l'environnement. Donc on va revenir sur ces deux notions d'impact direct, impact indirect, puisque dans l'analyse du cycle de vie, on va voir qu'on est invité à prendre en compte les impacts indirects pour avoir une vision plus exhaustive. Alors, à part EcoLM, qui s'intéresse à l'impact environnemental de l'IA depuis juin 2024, enfin un petit peu avant, quels sont les autres acteurs qui s'intéressent à la frugalité de l'IA ou à l'impact environnemental de l'IA? Alors, je vous ai mis des noms qu'on avait présentés dans le premier webinaire sur la démocratisation de l'impact environnemental. Et on voit qu'on a deux grosses catégories, des producteurs et fournisseurs de services d'IA qui, en gros, cherchent à venir présenter le fait qu'ils prennent en compte ces critères et communiquer sur leurs actions. Et de l'autre côté, des clients d'IA ou la société civile qui cherchent à évaluer les déclarations des fournisseurs et des usagers d'IA. Au-delà de ces différents acteurs, il y a eu un push qui a été fait au niveau des administrations centrales, notamment le ministère de la Transition écologique en courant 2024, qui, avec l'Ecolab et l'AFNOR, ont publié le premier référentiel général d'IA frugale avec toute une liste de participants que vous voyez ici. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des acteurs qui sont plus associatifs à caractère un peu militant comme Boavista,
Data for Good, et des acteurs plus du domaine de la recherche comme le CNRS, le CEA, et également des acteurs privés comme Schneider Electric, Sopra, ou voilà, quelques startups qui sont présentées ici, Thales. Donc c'était vraiment un travail collaboratif qui a visé à faire émerger un consensus autour de qu'est-ce que c'est que de faire de l'IA frugale ou de l'IA à faible impact environnemental. Donc voilà le référentiel. On va rentrer plus dans le détail de ce référentiel. Je vous ai déjà présenté les trois grosses catégories, les trois gros groupes de travail qu'il y a eu sur la terminologie. Qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce que c'est qu'un service d'IA, un système d'IA, les indicateurs à mettre en place et les méthodologies, notamment l'ACV et les bonnes pratiques. Donc on va rentrer plus dans le détail dans ce webinaire-là de ce référentiel parce que ça va vous permettre d'amorcer des discussions avec votre écosystème sur le sujet. Alors le premier élément, c'est de ce référentiel, en fait, il insiste sur la nécessité d'ancrer l'analyse au niveau d'un service d'IA et pas seulement au niveau d'un système. Donc, quand on pense système d'IA, on pense machine, on pense algorithme, on pense données. Et on met un peu de côté tout ce qui est l'usage du service qu'on peut en faire. Donc là, si je reprends l'exemple hydrocarbures tout à l'heure, un système d'IA va vraiment être l'algorithme avec la machine qui va me permettre d'aller analyser des images pour identifier des sources d'hydrocarbures, par exemple, ou des niveaux de stock d'hydrocarbures dans des silos, des choses comme ça. Et de l'autre côté, le service d'IA va être vraiment qu'est-ce que ce service qu'est-ce que ce cas d'usage apporte en termes du coup de consommation et d'impact indirect de ce système. Donc en gros, ce qu'on commence à dire ici, c'est qu'il faut qu'on commence à aller vers une balance qui est nette, donc pouvoir voir les impacts négatifs et pouvoir commencer à évaluer les impacts positifs ou négatifs pour avoir une vision nette de qu'est-ce que c'est que de mettre sur le marché ou d'utiliser ce service d'IA. Alors, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la frugalité. Et donc la frugalité, c'est en gros, dans le référentiel d'IA frugale, l'idée de questionner l'usage d'un système d'IA plutôt qu'à une solution moins consommatrice pour répondre à un objectif, un même objectif. Et donc là, on commence à avoir la notion de comparaison d'une solution avec de l'IA et d'une solution sans IA, qui va être la clé d'une analyse du cycle de vie comparative notamment. Ce que vous voyez sur ce slide, en fait, c'est que quand vous demandez à ChatGPT 3.5, comment est-ce qu'on fait une multiplication de grands nombres, à certains moments, ChatGPT lui-même va aller décider d'utiliser un langage de programmation, ici Python, pour faire le calcul. Alors, ce n'est pas le cas de tous les modèles. C'est un modèle qui vont essayer d'aller faire un guess d'aller faire une estimation de la multiplication que vous cherchez à faire, et parfois, ils vont se planter. En tout cas, il faut se poser la question de recourir ou non à un système d'IA pour une tâche spécifique. Une multiplication de nombres, en fait, le bon outil, c'est une calculatrice, c'est pas du tout de faire appel à de l'IA. Faire de la frugalité au sens du référentiel d'IA frugale, c'est aussi adopter des bonnes pratiques. Donc, il y en a une trentaine de bonnes pratiques. On va revenir sur les différentes catégories de bonnes pratiques. On ne va pas revoir les 30 bonnes pratiques. On va en revoir qu'une seule qui est l'analyse du cycle de vie. Mais en gros, l'idée, c'est du coup, de pouvoir se poser la question dans ce panel de bonnes pratiques, combien sont applicables à mon cas d'usage, combien sont superflus ou voire complètement disqualifiés parce qu'elles sont hors sujet. Et donc, qu'est-ce que c'est que la frugalité? C'est également faire en sorte que les usages et les besoins nous permettent de rester dans les limites planétaires. Et donc, alors, il y a des débats, il y a eu beaucoup de débats dans l'élaboration de ce référentiel, en tout cas des oui-dire qu'on en a eu, sur est-ce qu'il faut autoriser l'analyse d'IA frugale sur des cas d'usage qui sont clairement à impact négatif. J'ai mentionné 2 fois la recherche d'hydrocarbures. Donc, est-ce qu'il faut quand même pouvoir se poser la question de la frugalité sur un cas d'usage qui est à impact négatif d'emblée? Et ben moi, je pense qu'il faut le faire parce qu'il ne faut pas donner de droit d'exemption à ces réflexions, même pour des cas d'usage sur lesquels on sait que c'est à impact négatif. Donc, ça veut dire si jamais vous travaillez si jamais un des cas d'usage qu'on vous présente est clairement à impact négatif, il faut quand même pouvoir amener une petite amélioration dessus plutôt que de dire bon bah non, c'est un impact négatif, on ne regarde même pas, on ne se pose même pas la question. Tout le monde peut s'inscrire dans un cercle vertueux et de transformation. Alors, une approche naïve vers l'efficacité d'un système d'IA, générative notamment, c'est de se poser la question d'un modèle de départ et de l'impact environnemental du modèle d'entraînement.
sur un modèle type Llama ou ChatGPT ou autre, on va ensuite faire des réentraînements à chaque fois qu'on a de nouvelles données. Ça permet de répondre un peu au sujet des hallucinations, dont on a beaucoup parlé pendant la première séance. Et ensuite se pose la question de quel est l'impact marginal des inférences. Quel est l'impact énergétique ou l'impact environnemental de chacun des usagers qui fait une demande à son système d'IA. Alors ça, c'est une approche qui est assez naïve. Je vous avoue, c'est un peu l'approche qu'on avait avec EcoLM initialement. Le problème, c'est que c'est une approche on peut se poser la question de savoir si c'est une approche qui est suffisamment exhaustive pour venir prendre en compte la frugalité, le besoin de frugalité de l'IA pour rester dans les limites planétaires. Et donc on voit que finalement toute cette chaîne ici, elle est très logicielle, elle met de côté tout ce qui est matériel, elle met de côté la production des machines, la fin de vie des machines, et donc elle n'est pas suffisante pour aller capter l'entièreté, l'exhaustivité du sujet de l'impact environnemental de l'IA. Alors ça s'inscrit néanmoins on commence quand même avec ce premier schéma à voir le cycle de vie, et donc la notion de cycle de vie est la première vraie notion à mettre en place pour commencer à prendre en compte au-delà d'un système d'IA, commencer à prendre en compte le service d'IA et prendre en compte ce service d'IA dans toute sa globalité, de la spécification au lancement de l'initiative, jusqu'à la conception, la production du matériel, l'achat, jusqu'à l'exploitation, une boucle de rétroaction qui permet de vérifier que les hypothèses initiales sont bien correctes, voire optimiser l'efficacité d'un système, et ensuite aller jusqu'à la mise hors service du système. Donc on a besoin de regarder tout ce cycle de vie avec des boucles de rétroaction et de commencer à aller d'une efficacité de système qui est quelque chose qui est très one-shot vers quelque chose qui est beaucoup plus circulaire et beaucoup plus exhaustif. Alors on va avoir plusieurs indicateurs à mettre en place pour ces analyses du cycle de vie, notamment les terminaux utilisateurs qu'on ne prenait pas en compte, quel est l'impact sur le réseau, les centres de stockage, de calcul, qui sont aujourd'hui bien finalement observés. Et ensuite, on a plusieurs indicateurs à choisir. Est-ce qu'on regarde des indicateurs qui sont uniquement les émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2 ou CO2 équivalent? Qu'est-ce que c'est que les épuisements des ressources naturelles ou abiotiques? Qu'est-ce que c'est que la consommation d'eau? Et donc, il va falloir choisir les différents indicateurs qu'on veut prendre en compte dans cette analyse du cycle de vie. Et ensuite, aller vraiment sur qu'est-ce que c'est que la notion de frugalité et d'efficacité de système. Alors, le référentiel d'IA frugal rentre bien dans la différenciation entre ces deux notions. Donc, l'efficacité d'un système, c'est la capacité d'optimiser les moyens alloués. Vraiment faire en sorte qu'un système qui consomme 100 aujourd'hui va pouvoir consommer 90, voire 80 demain, par finalement une boucle de rétroaction qui permet d'optimiser l'efficacité par unité d'usage. Et donc ça, le problème de cette approche, en fait, d'efficacité seule, c'est que ça limite l'analyse aux impacts directs de la technologie. Et on met de côté les impacts indirects. Donc dans le besoin d'exhaustivité qu'on commence à toucher avec la mise en place de l'analyse du cycle de vie, on doit aller vers de la frugalité qui permet vraiment de prendre en compte le service d'IA complet, d'en observer ses impacts directs, quel est l'impact direct du système d'IA qui est utilisé dans ce service d'IA, et quels sont les impacts indirects qui vont toucher alors les acteurs, voilà, tous les acteurs qui prennent part au système, en modélisant bien les impacts directs, les impacts indirects, et voire même les effets rebonds, les effets de troisième ordre. Donc je vous laisserai avec tout ce texte, peut-être pas forcément encore rentrer plus dans le détail. Alors, retour sur toutes les bonnes pratiques du référentiel d'IA frugal. Donc, il y a 31 bonnes pratiques. Ça représente 43 pages. Le rapport fait à peu près une centaine de pages avec les trois gros groupes de travail. Et donc, les 31 bonnes pratiques reviennent sur 7 thématiques. Quand vous lisez finalement séquentiellement toutes ces bonnes pratiques, la première, c'est questionner l'usage de l'IA, jusqu'à des bonnes pratiques qui permettent vraiment de déployer de la méthodologie, de déployer de la gouvernance autour des projets d'IA et commencer à en détourer des scorings. Et donc, on va revenir là-dessus par la suite. Notamment donc l'approche de scoring que nous on a mis en place sur un use case avec une collectivité, c'est de se dire alors on n'a pas vraiment fait ça en fait on a fait ça en double, une fois sur le référentiel et une fois sur un questionnaire qu'on avait établi nous-mêmes. En tout cas, l'idée c'est de prendre
voilà, toute une liste de bonnes pratiques, voire des questionnaires issus de ces bonnes pratiques et de passer chacun des cas d'usage dans cette moulinette pour pouvoir en sortir un indicateur qui permet de prendre une décision sur est-ce qu'on a besoin de faire plus d'analyse, est-ce qu'on a besoin de commencer à optimiser l'efficacité, est-ce qu'on est déjà en position de pouvoir faire des analyses d'impact indirect. Et donc ça, c'est une approche qu'on a mis en place pour le CIAN, qui est un syndicat mixte des énergies renouvelables et du numérique en Haute-Savoie. Voilà, pour lesquels on a fait une première analyse sur base de 22 questions issues de 6 thèmes principaux sur la gouvernance, l'usage estimé, les données, l'apprentissage, le matériel et l'énergie. Et on a fourni une restitution de ce type sur la droite. On a fait exactement la même chose sur l'éligibilité des bonnes pratiques. Donc, on a pris des 31 bonnes pratiques et on a regardé par rapport au cas d'usage qui était détouré, quelle est l'éligibilité des bonnes pratiques et quel est le pourcentage d'exécution sur chacune de ces bonnes pratiques. Donc, on a un deuxième indicateur qui permet de donner un début d'adhérence du cas d'usage au référentiel d'IA Frugal. Alors, on va rentrer un petit peu dans les 7 Moi, j'ai une thématiques. question. Oui, bien sûr. Pour revenir sur justement cette analyse, suite à cette analyse, finalement, quelles sont les leçons que vous tirez? Est-ce que l'objectif, c'est que ce soit une analyse en amont pour se dire, finalement, est-ce que c'est pertinent ou pas d'aller vers un projet IA, ou c'est une analyse tout simplement pour mesurer l'impact? Alors, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a tiré spécifiquement de ce cas particulier? Pas grand-chose, parce qu'il y a une question, c'était pas, en fait, finalement, faire une étude unique, c'est pas statistiquement significatif. On peut pas tirer de vraies conclusions d'une analyse ponctuelle unique sur un cas particulier. Donc là, alors en plus, ce projet Océane, en fait, n'avance pas à la vitesse qu'il voudrait avancer, pour des problèmes de staffing principalement, un problème d'effort. Donc, on a fait une première analyse qui permettait de détourer quelles pourraient être les pistes d'amélioration pour le moment où ils en seraient à des améliorations. Alors, par contre, on va parler plus tard dans le webinaire d'une approche similaire qu'on est en train de mettre en place avec GPSO. Et donc là, on n'est plus sur un seul cas d'usage, on est sur 6 cas d'usage. Et donc là, on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on pilote finalement une gouvernance sur un programme d'IA, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse détourer certains cas d'usage et favoriser certains cas d'usage qui sont à impact plus positif ou négatif que d'autres. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Mamadou. Non, mais merci beaucoup. Ok. Donc là, c'est juste pour vous montrer une méthode qu'on a mis en place. Après, dans les apprentissages qu'on peut faire de généraliser cette méthode, on aurait moyen d'en reparler pas mal. Donc la thématique 1 du référentiel d'IA Frugal, c'est de gérer les compétences et d'acculturer à l'IA Frugal. Alors là, ça passe par se former à qu'est-ce que c'est que l'IA Frugal, embaucher des gens qui sont capables de faire des analyses du cycle de vie, si on a les moyens de le faire, attribuer des jours de travail sur ces sujets-là et faire en sorte qu'on arrive sur un programme d'IA, sur un projet d'IA à partir d'une situation qui est très incertaine, dans laquelle on ne regarde pas du tout ce sujet-là, vers quelque chose qui est un peu plus robuste et réfléchi. La deuxième thématique, c'est de questionner la pertinence de l'IA pour répondre aux besoins. Donc là, on voit bien que par rapport à un cas d'usage, certains cas d'usage vont être répondus avec des outils purs numériques, dans lesquels on n'a pas besoin d'IA, et sur d'autres, on va réussir à qualifier le besoin, la nécessité d'IA. Donc, en tout cas, le référentiel d'IA Frugal, en fait, instaure ce débat. Et ce débat, il est plutôt sain dans une structure de projet. Il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu pro sur un sujet d'IA, et d'autres gens qui viennent chercher la petite bête, qui viennent questionner le besoin. La troisième thématique, c'est sur la gestion des données. Donc en fait, on sait que les projets d'IA, initialement on parlait de projets Big Data, donc c'est des projets où la donnée est en masse, et donc se pose la question d'optimiser la gestion des données. Est-ce qu'on est aussi dans une sphère dans laquelle on a de la génération de données qui se fait, et donc la question de la gouvernance autour des données peut avoir un impact, notamment sur le stockage qui va avoir des effets directs ou indirects sur l'environnement. Donc là, il y a plusieurs méthodologies pour optimiser la gestion des données. On peut avoir des données chaudes, des données froides, des données qui sont stockées sur des disques.
On peut imaginer aussi d'effacer certaines données. Et donc, il est important aussi de se poser la question dans une thématique de référentiel Diafregas sur les gouvernances autour de cette donnée. Ensuite, on a une thématique sur l'optimisation de la performance des modèles, notamment pour les intégrer dans une démarche d'amélioration continue qui vise à, voilà, l'idée derrière l'optimisation de la performance des modèles, c'est de réduire la taille des modèles, de faire en sorte que pour faire de l'IA, aujourd'hui, on a besoin, je sais pas, l'exemple, c'est un camion, et de faire en sorte qu'on arrive à le faire en vélo. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc de réduire la taille des outils qu'on utilise pour qu'ils puissent être plus transportables, ils puissent potentiellement être exécutés sur des laptops plus classiques et qu'il n'ait pas besoin de grosses infrastructures énergétiques pour s'exécuter. Et donc ça, on peut le faire que dans un cycle d'amélioration continue dans lequel on vient observer la performance d'un système à un instant T et on vient essayer de dégrader ses performances sans dégrader la qualité du service. Donc là, on a vraiment une boucle de rétroaction qui peut se mettre en place. La thématique 5, c'est d'analyser l'impact des équipements nécessaires et d'optimiser leurs usages. Donc là, on est vraiment sur la notion, on commence à toucher le sujet de l'analyse du cycle de vie, qui n'est plus uniquement du logiciel, mais également du matériel. Et se pose la question de ce matériel que j'utilise, est-ce que je suis le seul à l'utiliser ou est-ce qu'il est communalisé avec d'autres? Quel est son niveau d'utilisation global? Quelle est sa durée de vie? Et pendant sa durée de vie, en fait, voilà, est-ce qu'il va être vraiment utilisé à 100%? Est-ce qu'il va être utilisé à 20%? Et comment est-ce qu'on arrive, voilà, dans une idée d'économie circulaire, à maximiser l'utilisation de tout ce qu'on a produit et non plus seulement utiliser qu'un bout de l'infrastructure mise en place. La thématique 6, c'est d'outiller la mesure de l'impact environnemental et d'enrichir la connaissance. Donc c'est là où nous, avec EcoLM, on essaye de déployer des services pour systématiser le déploiement d'outils. Donc on a parlé de la démocratisation de l'impact environnemental la semaine dernière. L'idée, c'est de faire en sorte que cette mesure outillée, elle soit présente sur tous les projets, de faire en sorte que la mesure ou l'évaluation puisse être déployée sur le maximum de projets et que ça puisse contribuer aux bases de données publiques qui sont référencées dans le référentiel d'IAFREGAL voilà, pour qu'on puisse enrichir la connaissance. Alors, sur le sujet de l'enrichissement de la connaissance, c'est quelque chose qui fait des bonds assez réguliers. Donc là, la semaine dernière, il y a une société qui s'appelle Hublot qui a publié, alors en pré-publication, le résultat d'une étude qu'ils ont fait avec l'ADEME sur la composition des cartes graphiques. Et donc, il y a tout plein d'insights assez intéressants sur la connaissance qu'ils apportent, qui est financée par de l'argent public, sur quelle est la composition exacte des cartes graphiques, quels sont les déchets qui sont produits dans le cadre de la production d'une carte graphique, et comment est-ce qu'on peut en détourer les impacts positifs, détourer les impacts directs et indirects. La septième thématique, du coup, c'est de mettre en place une gouvernance qui permet de questionner la frugalité du besoin d'IA initial jusqu'à la boucle de rétroaction qui vise à améliorer la qualité du système sans dégrader la qualité de service. Donc, toutes ces thématiques, je vous invite à regarder du coup le référentiel. Il n'est pas très long, il est certaines fois un petit peu technique, mais il est quand même digeste pour le plus grand nombre. On a ensuite les suites du référentiel. Alors, ce référentiel, la façon dont ça se passe, la normalisation, c'est qu'en gros, en général, l'AFNOR publie un début de standardisation d'un sujet. Ensuite, cette standardisation, elle peut être référencée par la loi. À ce moment-là, du coup, ça devient une norme qui est obligatoire d'implémentation. Alors, la façon dont ça se déploie aujourd'hui dans le monde, on voit qu'on a un petit peu un backlash et que certaines personnes sont en train finalement de nous amener vers un monde qui est un peu moins régulé que ce qu'on avait précédemment. Donc la question, c'est aussi de se dire que finalement la norme aujourd'hui qui est volontaire et qui n'est pas du tout référencée dans la loi, peut-être qu'on va rester dans cet environnement-là pendant quelques années et qu'on ne va pas rentrer encore dans une loi. Bon, ça, c'est aux politiques de le décider. En tout cas, il faut que vous ayez ça en tête. Donc on a un début de pré-normalisation qui pourrait se transformer en loi, mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de ce sujet, donc le référentiel d'IAFREGAL aujourd'hui est porté au niveau européen au travers des travaux du CNELEC, qui vise à faire en sorte qu'une loi une norme qui était française puisse devenir une norme européenne. Et là, se pose la question en fait de faire en sorte que on utilise les mêmes normes au niveau européen.
On a déjà vu comment réduire l'impact environnemental la semaine dernière. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de repasser là-dessus, à moins que certains d'entre vous aient des questions. Et donc, ce que j'ai envie de faire dans la fin du webinaire, c'est rentrer dans le détail de la bonne pratique 12, qui pour moi est la plus robuste par rapport à ce sujet. Donc, c'est d'instruire la frugalité dans chaque projet grâce au cycle de vie. Et donc, on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que l'analyse du cycle de vie, quels sont les différents types d'analyse du cycle de vie et qu'est-ce que ça peut apporter. Alors ici, on voit que l'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose qui va être transverse au projet d'IA. Donc, c'est quelque chose qui va pas, on va pas seulement faire pendant la période d'initialisation, pendant la période de déploiement, pendant la période d'utilisation, mais on va le faire vraiment à tous les moments du projet, et ça va impacter finalement tous les éléments, que ce soit le service, les données et l'infrastructure du projet. Alors, juste un petit disclaimer avant, une petite mise en garde. En fait, l'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher. Et donc, c'est pas forcément adapté à toutes les dimensions de projet. Et c'est pas forcément adapté à toutes les étapes. C'est pas forcément adapté à toutes les maturités de projet. Quand un projet naît, comme on l'a fait en début de semaine chez Paris Co, vous avez des idées de cas d'usage, vous commencez à investir du temps sur le cas d'usage, l'analyse du cycle de vie à ce moment-là ça va être un peu trop tôt pour se lancer vraiment dans une analyse du cycle de vie. Et donc c'est un peu ce que nous on vit avec GPSO dans Paris Ouest quand on se pose la question d'aller regarder objectivement quel est l'impact environnemental de leur programme d'IA, et ben on se heurte au fait que leurs différents cas d'usage ne sont pas à des mêmes niveaux de maturité. On ne sait pas exactement où vont être les machines, dans quel data center, quel modèle on va utiliser, quelles sont les données qui vont être mises en mouvement. Et du coup, ça limite la possibilité d'aller faire une analyse du cycle de vie. En tout cas, il est important de se dire que plus le projet va prendre de l'ampleur, plus il faut commencer à sécuriser des ressources, sécuriser de l'effort pour aller mettre en place ça. Et donc, pour moi, ça doit être pris en compte dans les coûts du projet, principalement parce que le gain en frugalité est élevé et les efforts de mise en œuvre sont aussi élevés. Mais comme on a beaucoup de gains, en fait, il faut à un moment donné aller le prendre en compte. Alors, on va continuer sur les différents types d'ACV. Alors, donc la littérature est assez fournie sur les différents types d'analyse du cycle de vie. Il y a les deux premiers types d'analyse du cycle de vie sont attributionnels et conséquentiels. Alors, l'ACV attributionnel, l'idée, c'est de dire, quand j'ai un projet d'IA, sur mon projet d'IA, j'estime que je vais faire tant de requêtes sur mon système d'IA pour délivrer tel service. Et l'idée, c'est de venir de venir attribuer une partie du matériel, de la production du matériel, de la fin de vie du matériel sur chacune de ces requêtes d'IA. Et donc, c'est ce qui est écrit ici. L'analyse du cycle de vie attributionnel consiste en l'attribution d'une partie des impacts environnementaux mondiaux au système évalué. Donc, on vient de dire, et donc c'est assez compliqué parce que il faut avoir l'entièreté des informations pour pouvoir proprement les attribuer. Donc, pour moi, c'est pas une analyse du cycle de vie qui est très généralisée, notamment dans l'IA, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas exactement combien d'énergie a été mise dans la construction des modèles, on ne sait pas exactement quels sont les matériels qui sont utilisés pour les entraînements de ces modèles, et ainsi de suite. Donc ça limite un petit peu l'applicabilité de ces ACV attributionnels au domaine de l'IA. Il y a un deuxième type d'analyse du cycle de vie qui est l'analyse du cycle de vie conséquentielle, dans laquelle on ne va pas seulement regarder les impacts directs, mais on va aussi aller regarder les impacts indirects. Et donc là, c'est assez sympa parce on commence à regarder vraiment le service d'IA en tant que tel, et non plus seulement le système d'IA. Alors, je vous parle de ces deux types d'analyse du cycle de vie parce que c'est des choses qui se pratiquent dans pas mal d'industries, dans pas mal de verticales. Certainement, dans votre écosystème, vous avez des gens qui font des analyses du cycle de vie attributionnelles et conséquentielles. Dans l'IA, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, on se rabat sur une analyse du cycle de vie qui est comparative. Et on va rentrer dans le détail de ce que c'est que l'analyse du cycle de vie comparative, mais grossièrement, l'idée, c'est de comparer un service avec un système d'IA, avec un autre service sans système d'IA, et de comparer les deux, et de pouvoir se poser la question en termes d'impact direct et en termes d'impact indirect, est-ce que les unités fonctionnelles ont du sens sur ce cas d'usage. Donc vous avez pas mal de papiers de recherche en fait qui reprennent en fait un peu ces schémas. Donc le premier objectif sur une analyse du cycle de vie,
comparative. De manière générale, l'idée, c'est donc dans un premier temps de définir les objectifs et le périmètre à observer. Qu'est-ce qu'on impacte? Est-ce qu'on observe les impacts directs? Est-ce qu'on observe bien les impacts directs, indirects? Est-ce qu'on prend le matériel en compte? Est-ce qu'on prend l'énergie primaire? Est-ce qu'on prend la consommation d'eau? Et ainsi de suite. Et on vient comparer le service numérique avec l'activité de référence. Et on vient se dire, bon, bah, à partir du moment où on a introduit le service numérique, et ben, on a tel impact négatif, tel impact positif, et ça nous permet de détourer et de commencer à dire qu'on a une balance nette qui est positive ou négative. Donc ça, on peut, alors je l'ai mis sur la droite de façon un peu plus schématique. On peut comparer, ici, on compare un service numérique avec une activité de référence. Alors l'idée, c'est de dire, bah, on n'a pas, l'activité de référence peut ne pas être avec du numérique. On peut imaginer, par exemple, de comparer l'introduction du mail avec une méthode de communication pré-introduction du mail, ou on pourrait même imaginer de faire une analyse comparative, voilà, pré-Covid, de télétravail pré-Covid et de télétravail post-Covid. À partir du moment où on a tous commencé à utiliser des outils de communication comme Teams et autres. Et on peut aussi comparer un produit A avec un produit B. Et donc là, ça nous permet du coup, de choisir un outil plutôt qu'un autre, un produit plutôt qu'un autre. Avec l'idée qu'on puisse facilement le généraliser à l'IA, avec du coup, une analyse du cycle de vie qui nous permet de comparer un service numérique avec de l'IA, avec un service numérique sans IA. Et qu'on puisse, de cette manière, arriver à une conclusion sur certains des paramètres qu'on peut évaluer, de favoriser un service ou un autre. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains éléments qu'on ne regarde pas bien, les usages, l'extraction des ressources, la fabrication et la fin de vie. On ne le regarde pas encore proprement aujourd'hui. On n'a pas encore suffisamment de chiffres qui nous permettent d'avoir des positions claires là-dessus. Par contre, au niveau de l'usage, là, on peut facilement le dire. On peut facilement dire, mon cas d'usage à droite, il va mobiliser 10 000 personnes qui vont avoir un usage journalier de mon service d'IA, et de l'autre côté, je vais avoir un cas d'usage à très faible nombre d'usagers et très faible nombre de requêtes. Et donc là, on commence à se rendre compte qu'on peut avoir une comparaison d'un service d'IA à un autre, ou d'un service d'IA à une situation sans service d'IA, assez simple en se basant juste sur l'usage. Avec l'idée qu'au fur et à mesure où la recherche évolue, on commence à avoir des informations pour prendre en compte les autres éléments ici. Donc l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance. Une fois que la gouvernance est en place, on viendra modifier les paramètres au fur et à mesure qu'on découvre chacun des critères et chacun des paramètres, à chaque fois qu'ils sont publiés, on avance en certitude sur chacun de ces paramètres. Alors, donc l'ACV, comme vous avez compris, on va pouvoir choisir les paramètres qu'on met dedans. Et a émergé assez récemment l'analyse du cycle de vie à dimension sociale, donc la CVS, dans laquelle finalement on prend la méthodologie d'analyse du cycle de vie et on vient injecter là-dedans de nouveaux paramètres qui sont censés factoriser les impacts sociaux et sociétaux d'un service d'IA ou d'autres choses dans vos organisations. Donc là, je ne vais pas vous faire de spoiler, c'est assez compliqué de regarder certains des sujets, notamment le respect des droits humains. Je pense que c'est assez compliqué à quantifier. Par contre, les conditions de travail, on commence à avoir des éléments qui nous permettent de quantifier ces éléments de travail. On parle de pénibilité, de choses comme ça. Santé, sécurité, de la même manière. En fait, le nombre d'accidents dans une organisation par année, c'est des indicateurs qui sont assez facilement traçables dans des organisations, notamment dans le BTP, par exemple. Contribution au développement des communautés locales, là, on a un sujet qui est un peu plus complexe. Et puis, pratique commerciale équitable, là, on commence à avoir des labels, des choses comme ça qui vont permettre de faire des comparaisons de services. En tout cas, l'idée, c'est que cette méthodologie d'analyse du cycle de vie, elle puisse être augmentée d'impacts sociétaux pour arriver vers un vrai pilotage durable de ces programmes d'IA et de ces projets. Alors, on arrive sur la fin du webinaire. Il y a deux gros éléments que je voulais vous présenter. Le premier, c'est on commence à parler d'impacts sociaux et sociétaux de l'IA. Et donc là, c'est un champ de recherche qui est vraiment naissant dans le domaine économique. C'est un vaste sujet sur lequel, un peu de la même manière que sur l'impact environnemental uniquement, on n'a pas encore de réponses qui sont très claires. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est vous donner
des références où vous invitez à aller regarder un colloque notamment qui a eu lieu au Collège de France, dans lequel un papier assez intéressant a été présenté, qui s'appelle The Turing Valley, dans lequel il commence à factoriser un peu l'impact de l'introduction d'une IA sur une entreprise ou sur une verticale métier, avec un résultat qui est assez contre-intuitif sur le fait que dans certains cas, il peut avoir un impact positif sur le marché du travail, notamment sur les salaires qui y sont pratiqués. Et par contre, il y a d'autres cas aussi où ça peut avoir des impacts négatifs. De l'autre côté, de façon assez grossière, il faut que vous soyez conscient qu'il y a une bataille d'experts aujourd'hui qui est en cours sur le sujet de quel est l'impact de l'IA sur la productivité, sur les salaires et ainsi de suite. Et donc, je vous invite à regarder Philippe Agillon, l'économiste français qui vient d'avoir le prix Nobel hier, il me semble, ou avant-hier. Et Joshua Bengio qui a fondé un institut pour la safety de l'IA et qui s'intéresse notamment à tout ce qui est impact sociétaux autour de tout ça. Donc on va rentrer dans le détail de tous ces éléments-là dans le troisième webinaire. On va essayer de rentrer plus dans le détail de quels sont les impacts sociétaux et éthiques au-delà de juste l'impact environnemental. On va revenir par contre à quelque chose qui est plus un peu plus concret sur la fin du webinaire, c'est comment est-ce qu'on pilote un programme d'IA. Donc je vous ai présenté lundi le fait que des programmes d'IA, il y en a absolument partout aujourd'hui, dans des grands groupes très carbonés, dans des groupes décarbonés, dans des instituts publics, centralisés, décentralisés, des collectivités. Néanmoins, pour piloter un programme d'IA, en fait, il faut prendre en compte des indicateurs clés. Et donc, ce que j'ai mis sur ce slide, c'est du coup les éléments qui sont utilisés aujourd'hui pour piloter ces programmes d'IA. Alors, le premier élément qui paraît naturel, c'est les coûts et les ressources. Combien est-ce qu'on a de budget? Est-ce que c'est du CAPEX, de l'OPEX? Quel est l'investissement en effort? Quelles sont les machines associées pour venir piloter ça? On peut avoir des indicateurs plus financiers sur quels sont les gains financiers, quelles sont les améliorations de la productivité, les différenciations business. Est-ce qu'on arrive à générer plus de business en adoptant un programme d'IA? Et à l'intérieur de ça, on peut aussi aller mettre des indicateurs environnementaux. Donc, c'est ce sur quoi nous, on travaille chez EcoLLM et commencer à essayer d'envisager d'intégrer des impacts sociétaux. Mais donc là, c'est beaucoup moins quantifiable, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a des acteurs qui commencent à travailler sur les biais. Donc, notamment, le ministère de la Culture commence à travailler avec Comparia sur les biais. Donc, d'un modèle à l'autre, comment est-ce que un projet dans mon programme d'IA va embarquer tel risque de biais parce que la technologie sous-jacente vient d'un corpus dans lequel on sait qu'on a ce biais qui est présent par rapport à un autre projet qui pourrait avoir traité ce problème du biais. Et donc le pilotage de programme d'IA, en général, on a une gouvernance qui est associée. Et donc ce qu'on voit dans les grands groupes, c'est que cette gouvernance, elle est pluridisciplinaire. Donc on a des représentants des métiers. Donc, si jamais on regarde une banque, il va y avoir des représentants de la finance, on va avoir des représentants de l'IT, des représentants du RSE, des représentants de la science également au sein des responsables scientifiques qui font partie de ce comité d'IA, avec l'idée de pouvoir à chacune des étapes du projet d'IA, pouvoir se poser la question de remise en cause d'une étape supplémentaire ou pas. Et donc là, sur la droite, je vous ai mis deux outils qui sont en place. Alors, il y a Naya, qui est un outil qui fait de la gouvernance de projets d'IA, pas uniquement sur un axe environnemental, et nous-mêmes qui commençons à travailler sur l'impact de l'IA. Et donc, Mamadou, tu posais la question. En fait, tu viens de répondre à mes questions. Ok, ouais, d'accord. C'était de savoir s'il y avait d'autres outils. Et donc là, l'outil qui est au-dessus du tien, il a été développé par qui? Par une startup qui s'appelle Naya. Ok. Alors, est-ce que je peux zoomer là? Non, je ne vais pas y arriver. Mais c'est Naya. Qui fait un dashboard. Et nous, on a commencé. Alors, en fait, il y a le sujet pour EcoLLM, le sujet, c'est d'aller capter les données. Et donc, je vous avoue que, finalement, le sujet, une des plus grosses incertitudes sur l'impact environnemental de l'IA, c'est quel est l'usage que les gens font de l'IA. Et donc, l'idée d'EcoLLM, la première brique de ce dashboard, en fait, c'est l'extension EcoLLM qui vise à aller capter les usages au plus près de là où ils sont, pour ensuite pouvoir les fédérer dans un dashboard unique qui sera à des fins de reporting. Donc les KPI principaux, je les ai remis ici. Alors, on parle beaucoup
en IT et en IA de TCO, Total Cost of Ownership. Donc on prend tous les coûts du projet, qu'ils soient en effort, en jour homme, en achat de matériel, en achat de licence. On met tout ça dans un modèle Excel qui permet de voir quel est le coût total de détention du service ou du système, et d'aller ensuite construire par-dessus des métriques de retour sur investissement, avec aujourd'hui de grosses incertitudes sur l'usage, les taux d'usage, puisque on est sur des technologies qui, a priori, sont en plein boom. Néanmoins, quand on met sur le marché un nouveau service d'IA, se pose la question de quel est l'usage effectif qui va arriver. Donc, il y a des indicateurs environnementaux, comme finalement l'énergie consommée, le CO2 émis en scope 1, scope 2, scope 3, les scores de frugalité. Donc nous, quand on définit un scoring de frugalité, l'idée c'est de faire en sorte que le plus tôt possible on puisse aller vers de la quantification pour que cette quantification participe au débat de cette gouvernance, et on ne retarde pas la prise en compte de ces sujets-là au moment où on aura une loi qui sera sur le sujet, déployée sur le sujet. On peut ensuite déployer des impacts sociétaux éthiques avec le sujet qui est compliqué, c'est de trouver des quantifications pour chacun des éléments, et avec enfin l'idée de pouvoir construire des outils et des process qui sont standardisés et qui passent à l'échelle dans les organisations. Alors, du coup, sur les trois derniers slides, ce que je fais ici, c'est l'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur quelle peut être la position, quelle position pour Paris Co vis-à-vis de l'adoption de l'IA à plusieurs vitesses, mais elle est là et elle est inexorable, en fait, cette adoption. Donc, vous avez les collectivités qui se forment massivement à l'IA, les grands groupes qui déploient massivement des programmes d'IA, vos startups aussi qui font l'IA. L'idée, c'était de faire du coup un retour d'expérience sur ce que nous, on apprend avec EcoLM sur Grand Paris Ouest. Et donc, l'idée, c'est finalement de systématiser ce sujet de l'impact environnemental de l'IA sur les cas d'usage. Ça permet déjà de faire en sorte qu'on n'a pas de trou dans la raquette le raisonnement finalement est complet, même s'il y a des informations qui nous manquent. Et ça permet aussi de fédérer les gens, puisque un des jokers qui est souvent présenté par les gens qui sont très détracteurs de l'IA, c'est ah oui, non, mais ça consomme énormément d'énergie. Donc, ou ça a un impact qui est très néfaste sur l'environnement. Donc, oui, ça a un impact qui est encore incertain et qui reste à détourer. Néanmoins, il ne faut pas se disqualifier d'emblée parce qu'on a une grosse incertitude là-dessus. L'idée, c'est d'embarquer le maximum de gens, quitte à rajouter finalement de l'effort pour qu'on puisse traiter les zones d'ombre. Donc, une des généralisations possibles pour Paris Co, enfin, c'est vraiment mon point de vue, et c'est vraiment sujet à débat avec vous, c'est vous pourriez imaginer finalement de généraliser de contribuer à généraliser ce sujet de l'IA frugale auprès de votre écosystème. Parler d'IA frugale, ça reste parler d'IA. Et donc, ça peut être un moyen aussi pour vous de rentrer dans le débat finalement de ce sujet qui est présent partout, pour raccrocher les wagons et peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Et du coup, le rôle que vous pourriez jouer là-dedans, c'est un peu ce qu'on a mis en place chez GPSO. Donc, ce qu'on a fait avec GPSO, c'est qu'on a permis à GPSO de mettre en place un début de gouvernance IA frugale dans lequel on instaure le débat. Et donc, instaurer le débat, c'est déjà incarner deux personnes qui vont débattre. Et donc, la première chose qu'on a fait en arrivant sur GPSO, au-delà du début de quantification, d'essayer de comprendre quels vont être les usages sur chacun des 6 cas d'usage qui le déroulent, c'est de dire, OK, donc il y a quelqu'un qui va être lead sur le projet, qui va faire en sorte que le projet aille à son terme, qui déploie la valeur qu'on attend de lui, et on va mettre à côté de lui quelqu'un qui va venir questionner un petit peu chacun des choix. Alors, pas forcément pour faire perdre du temps, même s'il y a un risque de faire perdre du temps, mais pour faire en sorte que les bonnes pratiques émergent, qu'elles puissent être déployées, et surtout que tout l'investissement ne soit pas à risque d'un gros joker à un moment donné sur le loup qui aurait été raté de l'impact environnemental de l'IA. Donc, ce qu'on a fait sur GPSO, c'est nommer des sponsors IA frugales, désigner des pilotes métiers pour chacun des cas d'usage et définir des référents IA frugales pour chacun des cas d'usage, avec l'idée que ce binôme ensuite permette de faire émerger la bonne pratique. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de
de ça avec les rôles-clés qui sont mis en place et avec du coup l'idée qu'on puisse construire un diagnostic de performance environnementale sur base de la méthodologie dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc ce slide, je l'avais présenté lundi, on va pas revenir dessus. Je voulais simplement revenir un petit peu sur. On sait que côté Paris Co, vous allez travailler bientôt sur une charte d'usage de l'IA, et donc je voulais faire à la fin de ce webinaire un petit focus là-dessus. Vous avez ici 3 exemples. Un exemple sur une collectivité qui me semble que c'est Ille-et-Vilaine, département. C'est un département d'Ille-et-Vilaine qui a construit une charte d'usage de l'IA. Une université ici au milieu, c'est Orléans, il me semble, et une PME de la même manière qui a défini quel est l'usage qu'ils veulent permettre de l'IA ou qu'ils veulent faire pour l'IA. Je pense que pour vous, ce qui peut aussi être intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que vous voulez projeter auprès de votre écosystème. Et donc, se baser sur des publications qui existent, notamment le référentiel d'IA Frugal, vous permettrait d'aller promouvoir un rôle dans votre écosystème sur ce sujet. Pour aller plus loin sur le sujet des chartes d'usage, j'ai découvert là ce matin qu'il y a un site qui reprend en fait toutes les initiatives de chartes d'usage au sein des administrations centrales. Donc là, vous avez tous les exemples de chartes d'usage auprès de différents ministères, différentes organisations plus centralisées. Donc voilà, en conclusion, le sujet de l'impact environnemental de l'IA est un sujet qui décolle. Sur la droite de ce slide, vous avez un Google Trend qui compare le Green IT en rouge avec le Green IA, et on voit qu'en fait, il y a un bump en fait qui est assez récent. Sur la droite ici, il y a un bump en fait sur le sujet du Green IA qui à un certain moment est allé rivaliser vraiment avec le nombre de recherches sur Google sur le Green IT, et en rouge. Il représente une opportunité pour Paris Co d'aller parler d'IA et d'aller se rendre légitime de parler d'IA et de faire de l'IA, parce que faire de l'IA, c'est faire de l'IA frugal, ça reste faire de l'IA. Et pour moi, ça peut être la première étape de la charte qui vous permettrait de définir un rôle que vous voulez prendre dans cet écosystème sur le sujet de l'IA. Et donc, du coup, vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas. Et merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Si. Yes, merci. Si, on est là. Du coup, dans les modèles que tu as transmis, effectivement, de chartes, est-ce que en fait, ce sont des chartes pour, entre guillemets, expliquer quelle est leur philosophie et leur rapport à l'IA, ou c'est aussi des chartes, entre guillemets, techniques, en donnant des guidelines aux collaborateurs sur, lorsque vous utilisez l'IA, on vous demande plutôt de privilégier ça, de surtout pas mettre ça, tu vois. C'est quel type, effectivement, de charte que tu nous partages? Alors, donc, en fait, il y a un petit peu tous les types de chartes. Donc, ça va dépendre en fait je pense, de ce que vous voulez faire. Est-ce que le fait de mettre en place une charte, est-ce que votre objectif initial, c'est d'éviter de faire des bêtises, donc finalement d'avoir des données qui sortent sans que vous le contrôliez? Est-ce que votre volonté avec la charte d'IA, c'est d'aller favoriser l'adoption de l'IA dans votre organisation? Est-ce que c'est de guider vers certains outils? Là, on peut avoir des chartes d'IA qui sont vraiment à usage interne. Et on peut aussi avoir des chartes d'usage qui sont plus à usage externe. Donc là, il faudrait regarder dans le détail. Mais alors, en fait, je pense qu'il faut vous poser la question de est-ce que c'est une charte d'usage vraiment très générique qui vient fixer des grands principes de ce à quoi vous voulez faire attention. Et donc ça, c'est quelque chose qui est posté un peu comme voilà votre façon de faire de l'IA, voilà votre philosophie autour de l'IA. Donc on a envie d'utiliser des modèles européens, on a envie d'utiliser des data centers dans lesquels on pense qu'on a une plus faible empreinte, on a envie de systématiser telle ou telle démarche. Et ça de façon assez générique, sans forcément faire en sorte que ce soit vraiment mis en place. Après, vous pouvez aller vers des choses qui sont un peu plus pratico-pratiques, de dire, ok, alors chez Paris Co, donc on a ces sujets généraux qui sont présents, et de manière pratico-pratique, on a envie d'aller
vers tel fournisseur, tel autre fournisseur, sans forcément donner une guideline, et on a envie d'éviter à tout prix de passer par tel fournisseur pour telle et telle raison. Et à terme, vous pouvez aussi imaginer que cette charte d'IA, elle puisse aussi vous permettre de fédérer. Donc, vous permettre de dire, par exemple, pour les fournisseurs qui rentrent dans votre écosystème, ou les startups qui rentrent dans votre écosystème, ou les partenaires qui rentrent vont choisir d'adhérer à notre philosophie autour de l'IA. Donc là, je pense que vous pouvez mettre le curseur où vous voulez. La question, c'est quel est l'effort que vous voulez mettre derrière et combien de temps vous voulez y passer, parce que chaque point que je vous mentionne là peut amener à des débats. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous trouvez le juste milieu entre l'exhaustivité de la charte et l'effort que vous voulez mettre dedans pour arriver à un consensus. Merci. Manon a une question. Merci. Oui, merci beaucoup Jérémy pour cette présentation, et je pense que ça va être hyper utile pour nous, à la fois pour construire la charte interne d'usage de l'IA, mais aussi parce que je ne sais pas si Marion t'en a parlé, mais on travaille en parallèle de la charte sur une publication qui serait open source, publiée à l'externe, quoi, pour un peu exprimer notre positionnement sur l'IA. Et ça va être une petite publication de 5-6 pages max. Mais du coup, les éléments que tu as donnés là, ça va pas mal nous aider aussi à nous positionner effectivement sur comment est-ce qu'on veut parler d'IA, comment est-ce qu'on veut communiquer à la fois avec les startups qu'on accompagne et avec les grands groupes et entreprises qu'on peut accompagner par ailleurs. Mais c'est bien parce que j'ai l'impression que ça fait pas mal écho à ce qu'on s'était déjà dit, un peu ce qu'on avait comme intuition. Donc là, ça vient valider un peu nos premières intuitions, donc c'est cool, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je pense que quand on pense charte de l'IA, ou alors white paper d'utilisation de l'IA, ou white paper de positionnement face à l'IA, en fait, la question c'est qui signe une charte de l'IA et qui va la lire, en fait. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est ça. Donc, est-ce que ce white paper sur lequel vous travaillez, il est à destination des startups qui rejoignent l'écosystème? Est-ce qu'il est à destination de vos grands groupes? Moi, je pense que vous pouvez peut-être même avoir une section définie pour chacune d'entre elles, en fait. Ouais, c'était un peu la question qu'on se posait. Est-ce que nos recommandations, elles s'appliquent à la fois aux startups, aux grands groupes, aux institutions, en sachant que notre écosystème, il est assez large et tous les acteurs n'ont pas forcément les mêmes enjeux sur l'appropriation et l'usage de l'IA. Donc, mais ouais, j'entends bien ce que tu dis et on se note ça pour notre document. Et dans tous les cas, je pense qu'on te l'enverra avant publication, sûrement pour avoir ton retour aussi, voir si tu es d'accord avec nos propositions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, je vois qu'on passe tout juste l'heure, 13h. Donc, je pense que c'est l'heure d'aller déjeuner pour la majeure partie d'entre vous. Donc, je vous remercie pour votre attention pendant le webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.